Alrighty. So how you feeling? Yeah, I feel good, man. It's day one. Salut, Sentinelle. Ici, c'est l'univers interdit. Et aujourd'hui, la vérité éclate au grand jour. Depuis des décennies, les fans de Spider-Man débattent passionnément de ces histoires d'amour. Mais une réalité dérangeante persiste. Pour chaque relation qui a élevé Peter Parker, il y en a une autre qui a failli ruiner son parcours au cinéma. La plus aimée et la plus détestée, placées côte à côte, révèlent bien plus sur le personnage que vous ne l'imaginez. Et il y a un retournement de situation que la plupart n'ont pas encore remarqué. Avant de plonger dans cette analyse, abonnez-vous à la chaîne. Nous sommes sur le point d'atteindre un objectif historique et votre soutien fait toute la différence pour que cette communauté continue de croître et de proposer les analyses et théories les plus affûtées de la culture geek. En vous abonnant, vous ne faites pas que renforcer la chaîne. Vous vous assurez aussi de recevoir toujours des contenus qui vous placent en avance dans les discussions geeks. Alors dites-moi, d'où regardez-vous cette vidéo? Quel pays et quelle ville? Je veux voir la force de cette communauté à travers le monde, et je lirai tous vos commentaires. Si ce contenu vous connecte aux infos et théories les plus brûlantes de l'univers geek, laissez le triple kill, aimez, commentez et partagez. Commençons maintenant par la plus polémique de toutes, la Mary Jane de Sam Raimi, et les raisons pour lesquelles elle est devenue la figure la plus détestée de l'histoire des romances de Spider-Man au cinéma. Mary Jane Watson a toujours été l'un des piliers de l'univers de Spider-Man. Dans les comics, elle fait son entrée avec la phrase culte « Accepte-le, tigre ». Tu viens de décrocher le gros lot, incarnant cette femme magnétique, intrépide, qui ne se contente pas de comprendre Peter Parker, mais marche à ses côtés. Cette attente était présente lorsque Sam Raimi a confié le rôle à Kirsten Dunst au cinéma. Le public voulait voir la force de la nature, que Stan Lee et John Romita avaient créée dans les années 60. Mais ce qui est apparu à l'écran fut très différent. Au fil de la trilogie, cette version de Mary Jane est devenue l'un des points les plus frustrants pour les fans. Au lieu d'une partenaire vibrante, sûre d'elle, capable d'affronter Peter comme Spider-Man, nous avons eu droit à un personnage enfermé dans des dilemmes sentimentaux, manquant de clarté dans ses choix, et souvent d'une véritable cohérence. Dans le premier film, elle se montre partagée entre Harry Osborn et Peter, tout en essayant de s'imposer comme actrice, mais sans jamais atteindre l'indépendance que sa version des comics possédait. L'impression dominante est qu'elle n'a jamais pris en main sa propre vie. Cette fragilité narrative est encore plus évidente dans Spider-Man 2. Mary Jane s'engage avec John Jameson, allant même jusqu'à se fiancer, tout en entretenant des sentiments non résolus pour Peter. Le contraste entre les sacrifices de Peter en tant que héros et la manière dont elle réagit à ses absences a irrité de nombreux spectateurs. Un exemple marquant est la scène où Peter rate sa représentation théâtrale parce qu'il sauve des vies. Et pourtant, elle le traite comme s'il ne se souciait pas d'elle. Cette scène est devenue le symbole d'un problème plus vaste. MJ semblait davantage fasciné par l'image de Spider-Man que par l'homme derrière le masque. Dans le troisième film, le problème atteint son apogée. Manipulée par Harry, elle rompt avec Peter sans laisser de place au dialogue, le plongeant dans un gouffre émotionnel qui traverse toute la narration. Au lieu d'être une partenaire qui le renforce, elle devient un obstacle, ce qui a fini par transformer le personnage en l'une des plus controversées du cinéma de super-héros. Certains défendent l'idée que cette fragilité la rendait plus humaine, mais la majorité des fans n'a pas pardonné. Ils attendaient une Mary Jane fidèle à l'esprit des comics et ont reçu une version incohérente, incapable de correspondre à la grandeur de son nom. Tout cela mène à une question dérangeante. Cette Mary Jane a-t-elle été simplement mal adaptée? Ou le problème venait-il de la conception même de la trilogie de Raimi, qui a préféré explorer le mélodrame plutôt que le partenariat héroïque? Cette interrogation est devenue centrale dans le débat, et la réponse change complètement notre vision de ces films encore aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi cette MJ a fini par être considérée comme la plus détestée, il faut revenir sur un détail précis de Spider-Man 2, un moment qui a cristallisé la frustration du public et a définitivement marqué cette version du personnage. Le moment qui a défini le rejet de la Mary Jane de Kirsten Dunst survient dans Spider-Man 2.
Peter arrive en retard à la pièce de théâtre où elle joue parce qu'il est occupé à sauver des vies en tant que Spider-Man. Pour le public, la situation est claire. Il assume sa responsabilité de héros, au péril de sa propre vie. Pourtant, lorsqu'il finit par apparaître, Mary Jane le traite comme s'il se moquait simplement d'elle. Cette scène, censée révéler un dilemme humain, a paru traduire l'indifférence du scénario au poids des choix de Peter. C'est à ce moment précis que beaucoup de spectateurs ont compris que cette version de MJ ne fonctionnait pas comme partenaire narrative, mais comme antagoniste émotionnel. Le problème n'est pas seulement cette exigence dans des moments cruciaux, mais surtout l'absence de cohérence tout au long de la trilogie. Au lieu d'évoluer, elle répète un cycle. Elle cherche chez Peter ce que les autres ne lui donnent pas. Mais dès qu'il s'engage, elle hésite, recule ou change de direction. Ce va-et-vient incessant mine non seulement la chimie du couple, mais génère aussi une impression de lassitude. Contrairement à la MJ des comics, qui représentait un point d'ancrage dans le chaos, cette version est devenue une source d'instabilité, enfermant Peter dans des drames personnels. Certains critiques ont tenté de défendre cette construction comme un reflet d'un personnage réaliste, avec ses insécurités, ses failles et ses choix discutables. Cependant, lorsque le récit ne compense pas ses défauts par de véritables instants de force, le résultat n'est que frustration. Dans les comics, Mary Jane a aussi ses fragilités, mais elle brille par des moments de courage et d'indépendance. Dans Amazing Spider-Man 259, par exemple, elle confie à Peter le poids d'une enfance difficile, sans jamais perdre sa détermination. Au cinéma, cette nuance a disparu, remplacée par des intrigues de triangles amoureux et des ruptures de confiance. Un autre point crucial, la trilogie de Raimi n'a jamais offert à Mary Jane une identité en dehors de sa relation avec Peter. Contrairement aux versions plus récentes, qui montrent des romances équilibrées, avec une double dynamique, cette MJ existe presque exclusivement en fonction des choix du héros. Le résultat est qu'au lieu d'être perçue comme une partenaire, elle est devenue un symbole d'obstacles et de fatigue émotionnelle. Ce contraste est devenu encore plus flagrant avec l'arrivée d'une nouvelle Gwen Stacy au cinéma, incarnant justement ce que la Mary Jane de Raimi n'a jamais su offrir. Présence, intelligence et surtout la sensation d'être aux côtés de Peter, et non contre lui. Si la Mary Jane de Sam Raimi a représenté une déception pour une grande partie du public, la Gwen Stacy d'Emma Stone a montré tout l'inverse, ce qui se produit quand une romance est bien construite, équilibrée et dotée d'un véritable poids dramatique. Dès sa première apparition dans The Amazing Spider-Man, Gwen dégage une authenticité rare. Elle n'est pas fascinée par le costume, ni par la figure publique du héros. Ce qui l'attire, c'est la vulnérabilité de Peter Parker. Cette différence fut déterminante, car elle a replacé le cœur de l'histoire sur l'homme derrière le masque, et non sur le mythe de Spider-Man. La complicité entre Emma Stone et Andrew Garfield a été décisive. Même si elle a été renforcée par leur relation réelle en dehors du tournage, le résultat à l'écran était palpable. Chaque regard, chaque échange semblait naturel, donnant au public l'impression d'un couple authentique. Contrairement à d'autres romances précipitées, ici, la connexion se construit organiquement. Il ne s'agissait pas uniquement du dilemme classique du « héros qui doit se cacher ». Gwen avait sa propre vie, des objectifs clairs, et refusait d'être réduite au rôle de petite amie du protagoniste. Ce trait se rapproche bien plus de la Gwen originale des comics des années 60, décrite comme intelligente, déterminée et émotionnellement présente auprès de Peter. Mais Emma Stone a porté cela encore plus loin en rendant le personnage actif dans l'intrigue. Dans The Amazing Spider-Man 2, lorsque Peter tente de l'écarter pour la protéger, Gwen refuse de rester passive. Elle le confronte, affirme que personne ne doit décider à sa place et insiste pour prendre part au combat. Cela a apporté une maturité rare dans les films de super-héros, la transformant en véritable partenaire et non en simple personnage secondaire. Un autre élément qui a renforcé cette perception fut la manière dont Gwen vivait le poids de la double vie de Peter. Plutôt que d'exiger sa présence dans des moments impossibles, comme le faisait la MJ de Dunst, elle comprenait le fardeau du héros et cherchait à contribuer. Cette complicité a profondément marqué les spectateurs, car elle représentait enfin la relation qui semblait logique pour Spider-Man. Un amour qui le fortifiait,
sans nier les dangers qui l'entouraient. L'impact fut tel que, même aujourd'hui, la Gwen Stacy d'Emma Stone est considérée comme la version définitive de l'intérêt amoureux de Peter Parker au cinéma. Et c'est précisément pour cette raison que, lorsqu'est arrivé le moment de représenter son destin tragique, le choc fut bien plus fort que toute autre perte montrée auparavant dans les adaptations du personnage. Lorsque The Amazing Spider-Man 2 est sorti au cinéma, tous ceux qui connaissaient les comics portaient déjà ce poids dans le cœur. Depuis 1973, avec The Amazing Spider-Man 1121, la mort de Gwen Stacy a marqué à jamais le mythe du héros. C'est à ce moment-là que l'innocence a pris fin et que Peter Parker a appris, de la manière la plus brutale possible, que sauver quelqu'un n'est pas toujours à sa portée. Le film n'avait donc pas seulement la mission de raconter une histoire, il devait recréer l'une des pertes les plus emblématiques de toute l'histoire des bandes dessinées. Le long métrage s'est attaché à construire ce lien avec solidité. Chaque scène entre Andrew Garfield et Emma Stone approfondissait l'intimité et la complicité du couple. Le récit semait de petites victoires et des dialogues légers précisément pour que le spectateur se détende avant le choc. Lorsque l'inévitable survient, la douleur est décuplée, car ce n'est pas seulement le héros qui souffre. Le spectateur ressent aussi la perte de la relation la plus authentique jamais montrée dans un film de Spider-Man. La séquence de la chute est d'une précision cruelle. Visuellement, la scène dialogue avec les comics, de la tour jusqu'à l'impact brutal qui scelle son destin. Dans la BD, la controverse a toujours tourné autour de ce craquement qui suggère que la toile de Peter a elle-même pu provoquer la mort. Dans le film, Mark Webb a repris cette ambiguïté de manière élégante, laissant le public partagé entre la tragédie inévitable et la culpabilité silencieuse du héros. Ce détail renforce l'essence même de Spider-Man, porter des fardeaux qui ne disparaissent jamais. Le résultat fut dévastateur. Alors que la MJ de Dunst représentait pour beaucoup un poids narratif, la Gwen d'Emma Stone a montré ce que signifiait perdre quelqu'un qui apportait réellement quelque chose à la vie du héros. Dès cet instant, il ne s'agissait plus seulement de l'échec de Peter à protéger. C'était aussi la sensation pour le spectateur d'avoir perdu quelque chose d'irremplaçable. Cette force dramatique explique pourquoi, encore aujourd'hui, les fans réclament le retour d'Emma Stone dans des univers alternatifs. Cette comparaison directe entre la chute de Gwen et les choix de la MJ de Raimi a créé un contraste inévitable. Tandis que l'une est restée associée à l'incohérence, l'autre est devenue symbole d'une tragédie légendaire. Mais le cinéma ne s'est pas arrêté là. Dans le MCU, Marvel a choisi une autre voie, en proposant un type de romance totalement différent pour le Peter Parker de Tom Holland. Avec l'arrivée de Spider-Man dans le MCU, Marvel a choisi un chemin inédit. Montrer Peter Parker non seulement comme un héros, mais aussi comme un adolescent ordinaire, encore en phase de découverte. Et c'est dans ce contexte que Liz Allen devient le premier grand intérêt amoureux de la version incarnée par Tom Holland. Contrairement aux représentations précédentes, il ne s'agit pas ici d'une figure mythique ou d'une tragédie annoncée, mais bien de l'expérience typique d'un jeune qui tente d'équilibrer école, amitié et responsabilité bien trop lourdes pour lui. Liz est populaire, intelligente et accessible. Elle dirige l'équipe de Décathlon et, à la différence des versions antérieures, elle ne traite pas Peter comme un inconnu. Ce choix narratif fonctionne, car il apporte à l'écran une version plus ancrée du héros. Un adolescent qui n'est pas encore plongé dans de grands drames, mais qui ressent déjà le poids d'une double vie. Chaque fois que Peter doit abandonner un rendez-vous avec Liz pour sauver la situation, l'absence ne semble pas être un simple détail adolescent. C'est un avant-goût des renoncements qui définiront son destin de héros. Le point culminant de cette relation ne réside pourtant pas dans leurs interactions légères, mais dans le choc narratif de Spider-Man, Homecoming. Lorsque Peter vient chercher Liz pour le bal et se retrouve face à Adrian Toomes, le vautour, ouvrant la porte comme son père, le film crée l'un des retournements les plus inattendus du MCU. Cette révélation subvertit toute la logique du flirt adolescent et l'inscrit au cœur du conflit du héros. La tension dans la voiture, où Toomes assemble lentement les pièces du puzzle, reste l'une des séquences les plus saluées de la première phase de Tom Holland. La fin de cet arc évite aussi le cliché. Liz ne disparaît pas à cause d'une querelle adolescente, mais parce que sa vie entière est bouleversée par l'arrestation de son père.
Ce choix scénaristique réaffirme une idée présente dès les comics de Stan Lee. Les relations de Peter sont toujours rattrapées par les conséquences de son monde héroïque, même quand il essaie de protéger ceux qu'il aime. Ce premier amour du MCU n'a pas eu la profondeur émotionnelle de Gwen Stacy, mais il a rempli son rôle. Montrer que, même dans les moments où Peter paraît être un simple garçon, il ne pourra jamais mener une vie normale. Et c'est précisément cette leçon qui a ouvert la voie à l'arrivée d'un nouveau type d'intérêt amoureux, destiné à devenir la version la plus singulière et marquante de MJ au cinéma. Lorsque Zendaya est apparue dans Spider-Man Homecoming, peu imaginer que son personnage, d'abord présenté comme Michelle Jones, deviendrait la nouvelle MJ du MCU. Contrairement aux versions précédentes, elle n'est pas entrée en scène comme un grand intérêt amoureux immédiat. Sa présence était discrète, marquée par son sarcasme, son humour sec et cette posture d'observatrice qui semblait toujours percer les masques sociaux autour d'elle. Ce choix surprenant a brisé la tradition de la fille inaccessible et a proposé quelque chose de plus en phase avec la réalité des adolescents actuels. La relation entre Peter et MJ dans le MCU a été construite lentement, volontairement, sur de petits gestes. À la différence des versions de Raimi et de Webb, il n'y a pas eu de grandes déclarations ni de passion instantanée. Ce furent des regards échangés, des commentaires discrets et la découverte progressive d'affinités. Cette approche a rendu l'évolution du couple plus naturelle et crédible. Quand ils s'embrassent enfin dans Far From Home, ce n'est pas un grand climax dramatique, mais un moment timide, presque maladroit, exactement le type d'expérience qui renvoie le spectateur à la jeunesse du personnage. Un autre élément marquant est la façon dont la MJ de Zendaya refuse d'être avalée par le récit du héros. Dès le départ, elle affirme son autonomie, son regard critique sur le monde et sur Peter, quelque chose qui la rapproche davantage de la Gwen Stacy d'Emma Stone que de la Mary Jane de Kirsten Dunst. Dans No Way Home, ce trait est encore plus évident. Aux côtés de Ned, elle participe activement aux décisions et affronte les dangers, sans jamais être seulement la demoiselle en détresse. C'est exactement ce que les fans réclamaient. Des relations qui n'orbitèrent pas seulement autour de Peter, mais qui contribuaient réellement à son parcours. Le dénouement de No Way Home a porté cette construction à son paroxysme émotionnel. Lorsque Peter choisit d'effacer son existence de la mémoire de tous afin de protéger ceux qu'il aime, l'adieu silencieux avec MJ devient déchirant. Pas de grands discours, mais l'absence de mots, les regards, la douleur contenue. Ce moment a assuré à la MJ de Zendaya une place particulière dans l'histoire de Spider-Man. La première à vivre une relation qui, même interrompue, semblait authentique, construite pas à pas et chargée d'humanité. Cette réinvention de la MJ a montré que Marvel avait compris l'essentiel. Il ne s'agissait pas de répéter une formule, mais de créer quelque chose qui résonne avec une nouvelle génération. Et dans ce processus, elle est devenue non seulement acceptée, mais largement célébrée comme l'une des meilleures incarnations de la partenaire de Peter Parker au cinéma. Toutes les versions des intérêts amoureux de Spider-Man n'ont pas eu la chance de se développer, et l'exemple le plus parlant reste sans doute Felicia Hardy dans The Amazing Spider-Man 2. Interprétée par Felicity Jones, elle apparaît uniquement comme l'assistante de Harry Osborn, sans importance narrative, sans lien avec Peter, et surtout sans aucune allusion à son identité de Black Cat dans les comics. Ce fut une occasion gâchée. Dans les BD, Felicia est de l'une des figures les plus complexes de la vie de Peter. Voleuse, partenaire occasionnelle et souvent amante qui confronte le héros à des dilemmes moraux. Mais au cinéma, elle n'a été qu'un clin d'œil vide, fruit d'un scénario plus préoccupé par de futurs spin-offs que par la construction de personnages solides. Ce contraste devient encore plus flagrant en regardant la Gwen Stacy de Spider-Man 3, incarnée par Bryce Dallas Howard. Bien que son temps à l'écran ait été limité, sa présence a marqué. Contrairement à la MJ de Dunst, Gwen fut présentée comme gentille, élégante et sincèrement bienveillante. Elle n'était pas là pour remplacer Mary Jane, mais pour servir de contrepoint narratif, une figure qui soulignait combien Peter s'éloignait de lui-même. Son baiser avec Spider-Man en public et sa participation à la désastreuse séquence de jazz furent utilisés comme déclencheurs du conflit central avec MJ.
Mais même au milieu du chaos du film, Gwen a su conserver une dignité que les protagonistes n'avaient plus. L'un des moments les plus commentés reste justement la scène du club de jazz. Peter, corrompu par le symbiote, utilise Gwen pour provoquer Mary Jane, affichant son arrogance devant la femme qu'il aime. Gwen, inconsciente de la manipulation, participe innocemment à la danse. Lorsqu'elle découvre qu'elle a été utilisée, elle s'excuse auprès de MJ. Ce geste simple mais puissant a suffi à asseoir son image de personnage intègre et respectable, même dans un film critiqué pour ses excès. Ces deux apparitions, l'une gâchée et l'autre étonnamment efficace, démontrent à quel point l'écriture d'un intérêt amoureux peut déterminer sa pertinence. Felicia Hardy, qui aurait pu être une figure clé, a été oubliée. Gwen, quant à elle, malgré un des films les plus décriés du héros, a su conquérir une place inattendue dans le cœur du public. Ce contraste ouvre la voie à une réflexion plus large. Qu'est-ce qui définit réellement si une romance dans l'univers de Spider-Man renforce l'histoire, ou au contraire l'affaiblit? En observant chaque histoire d'amour de Spider-Man au cinéma, un schéma apparaît clairement. Leur impact n'est jamais neutre. Elles fonctionnent soit comme une force qui apporte de l'équilibre à Peter Parker, soit comme un fardeau qui le tire davantage vers le chaos. Cette dualité est une composante essentielle de la mythologie du personnage, reflétant le dilemme central de sa vie. Être un héros tout en essayant, en même temps, de vivre quelque chose qui ressemble à une existence normale. Dans les films de Raimi, Mary Jane a fini par incarner davantage la faiblesse que le soutien, en grande partie à cause de choix scénaristiques qui l'ont transformée en personnage indécis, éloigné de la force qu'elle possédait dans les comics. A l'inverse, la Gwen Stacy d'Emma Stone a représenté l'exact opposé. Une partenaire active, impliquée, qui élevait Peter dans chacune de ses décisions, ce qui a rendu sa mort d'autant plus dévastatrice. Dans le MCU, Liz Allen a symbolisé la vie que Peter aurait aimé mener, mais qu'il ne pouvait pas maintenir, tandis que la MJ de Zendaya a offert une réinvention moderne du mythe, fondée sur la complicité et l'authenticité. Dans les bandes dessinées, cette dynamique a toujours été explicite. Gwen incarnait l'innocence et la tragédie. Mary Jane, la maturité et la résilience. Quand elle est bien écrite, MJ est justement ce port d'attache qui manque à Peter après la mort de Gwen. Mais lorsqu'elle est mal adaptée, comme on l'a vu au cinéma, le personnage perd son éclat et devient un obstacle. Felicia Hardy, quant à elle, introduit une autre dimension. Pas la partenaire idéale, mais la tentation d'une vie en dehors des règles, qui oblige Peter à se confronter à ses propres limites. Ce schéma révèle quelque chose d'essentiel. Chacune des relations amoureuses de Spider-Man n'est pas simplement une romance, mais un reflet direct de la phase que traverse le héros. Quand la relation est saine, Peter grandit et trouve un équilibre. Quand elle est mal construite ou instable, elle expose les failles et les contradictions du personnage. C'est la raison pour laquelle ces histoires divisent autant les fans. Au fond, ils ne jugent pas seulement les personnages féminins, mais la manière dont chacune d'elles a contribué, ou non, au parcours de Peter Parker. Et c'est précisément cette oscillation entre soutien et faiblesse qui ouvre la voie à une question inévitable. Dans le prochain chapitre de Spider-Man au cinéma, assisterons-nous au retour d'une figure classique, peut-être même de la plus controversée de toutes? Ou bien Marvel choisira-t-elle de réinventer encore ce schéma avec une nouvelle approche? Après avoir parcouru toutes ces versions, il apparaît clairement que la vie amoureuse de Spider-Man au cinéma est presque aussi complexe que ses combats contre ses ennemis. D'un côté, la Mary Jane de Sam Raimi, devenue symbole de déception pour n'avoir jamais correspondu au poids émotionnel attendu. De l'autre, la Gwen Stacy d'Emma Stone, considérée comme la partenaire idéale, dont la mort est devenue l'une des plus grandes tragédies jamais montrées dans une adaptation de super-héros. Entre les deux, nous avons eu des expériences marquantes, comme Liz Allen dans le MCU, qui illustrait le conflit entre vie normale et vie héroïque, et la MJ de Zendaya, qui a apporté une réinvention moderne et conquis le public par son authenticité. Même des personnages à l'apparition brève, comme la Gwen de Bryce Dallas Howard, ont laissé une impression plus positive que certaines versions pourtant plus présentes à l'écran. En réalité, ces romances révèlent quelque chose de plus vaste. Chaque relation amoureuse n'est pas seulement une intrigue sentimentale,
mais un reflet de Peter Parker lui-même. Le public n'aime ou ne déteste pas uniquement les personnages, mais ce qu'ils incarnent dans l'évolution du héros. Quand l'amour agit comme un soutien, l'histoire s'élève. Quand il devient un obstacle, le poids retombe non seulement sur Peter, mais sur toute la narration. C'est pourquoi ce débat ne s'achève jamais et revient toujours avec force à chaque nouvelle adaptation. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Qui a été le véritable amour de Peter Parker au cinéma? Qui considérez-vous comme la meilleure partenaire? Et laquelle n'aurait jamais dû exister? Écrivez-le dans les commentaires et dites-moi également d'où vous regardez cette vidéo, votre ville ou même votre pays. J'ai envie de voir la puissance de cette communauté dispersée à travers le monde. Et si cette plongée dans l'histoire de Spider-Man vous a connecté aux analyses les plus affûtées de la culture geek, abonnez-vous à la chaîne. Nous sommes sur le point d'atteindre un objectif important et votre soutien est essentiel pour que cette communauté continue de grandir. En vous abonnant, vous vous assurez de rester toujours au cœur des théories, anecdotes et analyses qui font toute la différence dans les discussions entre fans.